en Europe, en tout cas en France, il y en avait plusieurs à mon goût, plusieurs profils, plusieurs possibilités. Mais je voulais être utile pour mon pays et il fallait rentrer. C'est pas en étant à l'étranger qu'on peut être utile à son pays. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enlighten. Je suis votre hôte Alimatou Konaté et aujourd'hui je suis avec une personne très fascinante. Je vais le laisser se présenter. Bonjour, merci Alimatou pour l'invitation. Amadou Diawara, je suis le CEO de Famille Group et également le président du cluster Digital Africa. Oui. Ouais. Alors aujourd'hui on va parler de transformation digitale, on va parler de plein d'autres choses. D'accord. Alors, Monsieur Diawara, on laisse les formalités. Oui, vas-y. D'accord. Être à l'aise, il n'y a pas de souci. D'accord. Ouais. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui a vraiment été ton initiation à l'entrepreneuriat et surtout dans le monde de la tech? Wow, bon, je pense que comme tous Soniqués, nous, on est nés entrepreneurs, donc ça, c'est sûr, c'est dans le sang. Et après, derrière, entreprendre dans le tech, oui, c'est le domaine qui me passionne depuis que je suis tout petit. Et donc, j'ai toujours aimé un peu cela. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, à partir du moment qu'on a grandi en France et qu'on côtoie un peu ce monde-là, qu'on arrive à étudier, après, on s'est dit, bon, ben voilà, donc on sait où on va y aller. Et moi, je choisis ces domaines-là parce que pour moi, c'est l'avenir. Et j'aime les technologies et je pense que c'est fascinant. Donc, c'est sûr que, oui, je ne suis pas un digital natif parce que moi, je suis vieux, mais notre époque a fait que le digital est là, et les technologies sont là, et voilà, naturellement, aujourd'hui, on le fait tous. D'accord. Et quelle a été votre motivation pour revenir au Mali, créer votre entreprise, sachant qu'il y a plus d'opportunités quand même ailleurs? Non, moi, je pense qu'il y a plus d'opportunités au Mali qu'ailleurs. Ah bon? L'Europe est saturée, déjà, et ça, c'est sûr et certain, c'est fini. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, le nouveau monde, c'est dessine, et ça se passe en Afrique. Moi, je ne suis pas rentré tout de suite, je suis rentré il y a déjà bientôt 15 ans, donc ça veut dire que je suis rentré il y a longtemps. Et j'avais senti qu'il y avait plus d'opportunités ici, en tout cas pour moi. Et, pour moi, en Europe, en tout cas en France, il y en avait plusieurs à mon goût, plusieurs profils, plusieurs possibilités. Mais je voulais être utile pour mon pays et il fallait rentrer. C'est pas en étant à l'étranger qu'on peut être utile à son pays. Certains arrivent à le faire, ils ont la chance, mais moi je trouvais que moi, dans mon cas, il fallait que je rentre au Mali pour participer à l'économie du pays, mais aussi tout simplement être au plus près aussi de mon maman. Donc tout ça, c'est plusieurs facteurs. Et aujourd'hui, je ne suis pas bien content d'être rentré, ça c'est sûr, je suis très satisfait d'être rentré, même si c'est difficile, et même si ça va être difficile encore, mais je suis fier d'être là et je suis très content. Voilà. Vous avez parlé de participation à l'économie du pays et plein d'autres choses. Alors, comment le groupe Famib participe activement à l'économie malienne? Alors, aujourd'hui, non, c'est compliqué avec la conjoncture, la situation mondiale et puis économiquement partout, particulièrement, on va dire, au Mali. Mais Famib, depuis 2010 à maintenant, a beaucoup participé à l'économie malienne. Pourquoi? Parce qu'on a créé de l'emploi. Il y a beaucoup de jeunes qui sont passés chez nous, ça a été un turnover. C'est plusieurs centaines de personnes qui sont passées par chez nous, qui ont eu à travailler, qui ont eu à faire des stages, et aujourd'hui qui sont soit certains chefs d'entreprise, d'autres qui travaillent ailleurs. Et on est très fiers de cela. Et donc en donnant de l'emploi à des centaines de jeunes, on a participé à l'économie. On a participé à réduire le taux de chômage. Mais surtout quand on est dans notre domaine, on a beaucoup formé. Beaucoup de jeunes, plusieurs milliers de jeunes qui ont été formés à travers Famib et ses différentes structures, mais aussi ses partenaires. Donc aujourd'hui, on a participé à l'économie, on continue à participer, quoi qu'il arrive, à partir du moment où on est là depuis 15 ans, on joue un rôle dans le pays, peut-être minime que ça soit, mais en tout cas, ce qui me concerne, je pense que le groupe Famib, parce que ce n'est pas que moi, le groupe Famib, moi j'ai la chance de le diriger, de l'avoir fondé, mais c'est toute une équipe et ceux qui font ce travail-là et ceux qui ont déjà travaillé par le passé qui ne sont plus là, ils ont chacun à un moment donné fait ce qu'ils pouvaient faire et ceux qui continuent à porter cette entreprise avec moi, continuer à donner le maximum d'eux pour qu'on puisse donner le maximum, en tout cas, de possibilités à des jeunes Maliens, mais aussi de vendre aussi l'image du Mali, de montrer qu'il y a des entreprises tech maliennes qui sont là, qui sont en mesure de travailler non seulement pour le Mali, mais aussi pour l'étranger. Donc, nous pensons que nous sommes on voit le Mali, tout simplement. Et je pense que c'est vraiment le bon moment d'aborder le sujet des différentes activités au sein du groupe Famib. Alors le groupe Famib, c'est, comme vous le savez, on est dans plusieurs secteurs, on a plusieurs démembrements et on ne va pas faire la publicité de toutes ces structures-là, mais aujourd'hui on est tout ce qui est l'éducation, tout ce qui va être la communication, tout ce qui va être l'infrastructure, parce que c'est notre métier de base. À la base, en 2010, quand on a démarré, on vendait des équipements,
d'infrastructures, que ce soit mobilière ou informatique. Ok. Mais progressivement, on a voulu se focaliser sur la digitalisation. Aujourd'hui, on fait, pas toujours, mais il y a un service dédié à ça. Mais aujourd'hui, on est plus axé sur la transformation digitale, en tout cas. Et au-delà de ça, nous avons plusieurs autres activités connexes qui se rajoutent à cela. Mais l'essentiel, c'est qu'on a lancé aussi une plateforme d'intelligence collective et de co-construction qui est le Cluster Digital Africa. Et le Cluster Digital Africa, aujourd'hui, on parle de plusieurs milliers de personnes de par le monde, de la diaspora, mais aussi de personnes dans tous les pays aujourd'hui où on a des représentants. Et les CDA ont fait un excellent travail de co-construction, d'intelligence collective, mais surtout, travail pour le développement socio-économique sur le continent. Et moi, j'ai l'immense honneur d'être le président. Et aujourd'hui, on fait un travail extraordinaire avec des personnes ressources, avec des personnes de qualité qui travaillent dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture. Donc, on a plusieurs commissions qui travaillent, des groupes de réflexion. On travaille, on organise pas mal de débats, d'ateliers, de symposiums. Mais on essaie d'avoir des actions concrètes. Et on a développé pas mal d'outils qu'on met à la disposition aussi pour les Africains en termes de souveraineté. On essaie de penser qu'on n'est pas sans doute à la traîne, qu'on a des compétences africaines qui peuvent mettre des outils, qui peuvent souvent répondre à des problématiques de notre continent. Et l'objectif pour nous, c'est de montrer aux jeunes Africains que l'avenir du monde, c'est en Afrique. Et c'est ici que ça se passe. Et aujourd'hui, les nouveaux métiers, comme ce que vous êtes en train de faire, tout ça, c'est les nouveaux métiers qui viennent d'arriver. Et c'est des métiers qui ne sont pas connus, mais ce sont les métiers d'avenir aujourd'hui. Et quand je vois votre âge et que je vois que vous êtes en train de faire cette mission et que vous arrivez à organiser cette infrastructure, à mettre cette dynamique-là, je me dis, ben voilà, nous, on a gagné, famille. Parce que nous, c'était ça aussi. Depuis 2010 à maintenant, il fallait travailler, il fallait communiquer, il fallait expliquer. On savait que nous, on n'avait pas tous les profils, mais on peut encourager, motiver d'autres à vouloir aller vers ça. Et quand on voit tous les métiers qui se développent progressivement au Mali, on se dit, waouh, c'est formidable. On est fiers de ce qu'on fait au niveau du CDA, au niveau de la famille. Oui. Tu peux nous en dire plus sur la transformation digitale? Tu as abordé au début de ton discours. Oui, la transformation digitale aujourd'hui, je crois que c'est un facteur où tout le monde le sait aujourd'hui. Le numérique, le digital, les technologies, on en voyait partout. Moi, je suis soniqué aujourd'hui, voir les vieilles mamans soniquées faire des notes vocales et envoyer ces notes vocales facilement. Tout le monde sait utiliser WhatsApp aujourd'hui. Ça, c'est une avancée énorme au niveau technologique. Maintenant, toutes ces applications qui sont développées aujourd'hui, c'est le contenu qui est là. Et ces contenus sont quoi? C'est des contenus qui sont dématérialisés. Donc, la transformation digitale aujourd'hui a un impact énorme sur notre quotidien. Nous vivons au quotidien de cela avec les smartphones, avec toutes ces applications, tous ces réseaux sociaux. Mais aussi, l'avantage de la transformation digitale, c'est vraiment les données qu'est-ce qu'on peut faire avec les données. Et je pense qu'aujourd'hui, des structures, des startups comme vous, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est ces données qu'ils utilisent pour attirer la clientèle, pour comment gérer sa clientèle, comment gérer sa communauté, etc. Comment drainer du monde. Et cette transformation nous facilite ça aujourd'hui. Mais aussi, c'est les process métiers aujourd'hui. Lorsqu'on va voir que la plupart des métiers ont tendance à disparaître. Vous savez que la plupart des métiers de 2030 ne sont même pas encore créés. En tout cas, en Afrique, on ne les utilise pas ou ils ne sont pas là encore. Et nous pensons que la transformation digitale a ramené ça aujourd'hui, a créé des nouveaux métiers, a permis à des nouveaux profils de sortir, des auto-entrepreneurs aujourd'hui. On s'élève du jour au lendemain, on a la chance d'avoir quelques équipements, on peut lancer une activité, une start-up et vivre de cela aujourd'hui. Et ça, ce sont les effets de la transformation digitale. Et l'autre aspect aussi, c'est de voir aujourd'hui le gain de temps. En digitalisant les process, on gagne énormément de temps et énormément d'argent. Maintenant, c'est des processus qui ont des avantages et qui ont des défis énormes. Mais le plus important, ça reste comment mettre ça. Et les gens traînent souvent avec l'investissement parce qu'ils ont peur, parce que ce sont beaucoup d'investissements. Mais il y a aussi cet aspect de conduite du changement, parce que quand on est habitué à écrire tout au papier, machin, du jour au lendemain, on vous dit prenez une tablette, prenez un ordinateur, vous faites avec les smartphones. Wow, c'est quoi cette histoire? Donc les gens ont un peu peur. Mais il faut travailler, il faut une éducation pour ça. Et cette culture est en train de venir progressivement. Et moi, je suis content que notre pays n'est pas à la traîne de ça. Ça, c'est important au Mali. Il y a tellement de jeunes qui innovent, qui apportent des solutions. Et quel qu'en soit le secteur aujourd'hui, nos jeunes sont très forts, que ce soit en intelligence artificielle, que ce soit en robotique, en mécatronique, ou que ce soit dans l'Internet des objets connectés. On a des Maliens qui excellent à tous les niveaux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le problème d'infrastructure manque. Il va falloir travailler pour tout ça.
Mais le digital, c'est sans doute, pour moi en tout cas, c'est le meilleur métier au monde. C'est ça, en tout cas, personnellement. D'accord. Comment le groupe Famille a fait pour s'implémenter, sachant que quand vous avez commencé, ce n'était pas du tout une époque à laquelle les gens étaient habitués à la transformation digitale? Non, notre implémentation, ça a été déjà, comme je l'ai dit tantôt, on était parti sur l'infrastructure, on achetait, on vendait et ça se passait bien. Mais après, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'avec les profils qu'on avait, mais aussi avec l'évolution du monde, il va falloir aller vers d'autres modèles. Et quand on a voulu faire cette transformation digitale, ça a été catastrophique en interne parce que beaucoup de nos collègues n'ont pas compris pourquoi on veut faire ce changement à 360 degrés tout de suite. Mais il fallait un temps pour les expliquer, il fallait mettre beaucoup de conduite de changement, il fallait trouver une partie de l'équipe, il fallait les convaincre eux et il fallait partir et après les autres ont pris le train en marche. Mais c'est vrai que pour implémenter ça, on n'avait pas le choix, ça a été imposé par les tendances aujourd'hui, vous savez, et dans toutes choses qu'on fait, on suit l'actualité et le monde va très très vite. Vous savez, si on voit les technologies les plus récentes qui sont utilisées aujourd'hui, on sait tous qu'on va parler évidemment de l'intelligence artificielle parce que c'est le dernier bébé, mais il y a l'IoT, il y a tout ce qui va être la blockchain, il y a tout ce qui va être aujourd'hui l'IA, mais tout ce qui va être ces outils qui sont en train d'arriver, mais tous les métiers qui sont créés autour de ça. Il n'y a pas longtemps, les comités management, ça n'existait pas. Voilà ce qu'on est en train de faire sur ce plateau de podcast, ça n'existait pas. Tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui n'existait pas. Et au Mali, on entend beaucoup les vidéos tout ça, ça n'existait pas, tout ça. Tout ça, ce sont des nouveaux profils qui se créent. Et nous, on savait qu'il ne fallait pas rester à la traîne. Et puis moi, je suis soniqué, donc je ne voulais pas qu'on me limite seulement à acheter et vendre. Parce que je voulais juste aussi stimuler la créativité. Et c'est pourquoi nous, quand on a démarré ça avec certains de mes collègues, Mamadou Doumbia et puis Awad Rissali, on a tout de suite mis en place le CERTIC, qui est un centre d'innovation, de recherche, technologie et d'industrie créative, justement pour travailler tout ce qui va être recherche et développement. Et on y travaille beaucoup, on fait pas mal de recherche, pas mal de développement, parce que c'est important pour nous. Si on veut que nos profils puissent être vendus à l'étranger, parce qu'on fait de l'outsourcing, on fait de l'offshore pour des clients à l'étranger, donc il fallait tout de suite voir où est-ce qu'on pouvait se redéployer. Et même là, on n'a pas fini, on continue à travailler dans cette transformation, parce que nous avons besoin d'apprendre nous-mêmes. Nous avons besoin de former aussi en interne et puis partager notre savoir avec les autres. D'accord, merci beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas d'aller regarder l'épisode sur le community management. D'accord, ça j'ai très bien compris. Après l'implémentation, quels ont été les projets concrets que le groupe Famille a initiés? Après, je ne vais pas parler de mes projets là, c'est en façon publique, mais je sais quand même que le groupe Famille a impacté à un moment donné. On a motivé pas mal de jeunes Maliens à se lancer dans la transformation digitale. Et je crois que 15 ans d'expérience ayant employé plus d'une centaine de personnes et ayant créé des outils, ayant participé en tout cas à l'économie de façon à faire connaître le secteur, oui, on a réussi à beaucoup de projets. Mais moi, je pense que de façon personnelle, parce qu'on met le business de côté, pour moi, le projet le plus réussi reste le cluster Digital Africa parce qu'aujourd'hui, c'est une plateforme internationale de plusieurs dizaines de milliers de personnes avec des personnalités très très fortes africaines qui sont avec nous au cluster. Je pense qu'au niveau de la gouvernance, je suis le plus jeune et moi je suis fier de ça. Oui, c'est un projet du groupe Famille, mais c'est un projet qui a un impact social et ça c'est important en fait parce que je suis un social entrepreneur. Et c'est un projet qui consiste en quoi? Alors c'est l'intelligence collective, c'est tout ce qui est la co-construction. Comme je l'ai dit, on parle pour le développement socio-économique de l'Afrique, mais on utilise le digital comme levier de développement et de croissance pour notre continent en fait. Et c'est une plateforme qui aujourd'hui travaille sur pas mal de projets, on essaie de réfléchir, on essaie de développer, on essaie de co-construire des programmes et ça fonctionne et on a formé pas mal de jeunes, on a eu à offrir pas mal de bourses. Je pense qu'il y a plusieurs milliers de jeunes maliens qui ont des bourses en formation en entrepreneuriat innovant, création de start-up et on continue à former, on fait pas mal de projets. Donc le cluster c'est assez vague, je vous invite à suivre le cluster sur les réseaux sociaux, mais peut-être certainement à me suivre aussi, pour voir un peu ce qu'on fait au quotidien. On essaie, nous, avant toute chose, de vendre l'image de l'Afrique, de montrer que, voilà, nous avons fait les mêmes études que vous, les Whites, on sait faire la même chose. Après, à armes égales, on est aussi bon, voire beaucoup plus meilleur. Et on sait que l'avenir du monde, c'est en Afrique, de par la jeunesse de la population, c'est terrible. Vous avez vu comment on est jeune sur le continent africain, mais aussi de par nos ressources et de par notre situation démographique qui est en train d'aller. Et je pense que oui, l'avenir est là. Donc, ça se passe par les jeunes, ça passe par le digital.
Et nous, au cluster, on a compris ça, donc du coup, on l'utilise comme un levier de croissance et de développement. Évidemment, on travaille sur les objectifs de développement durable. L'objectif qu'on a, nous, c'est de travailler sur des solutions africaines pour les Africains et par les Africains. D'accord, merci beaucoup pour Ouais, ça. vraiment. Alors, quels sont les défis de ce secteur, mais aussi les opportunités? Pour les opportunités, au cluster, il n'y a pas assez de défis parce qu'on parle d'intelligence collective et d'éco-construction. Oui, C'est-à-dire que si parle moi, je de- ne sais pas, vous le savez, sinon l'autre collègue le sait, l'autre le sait. Donc, ça veut dire que on a des possibilités immenses qui sont aujourd'hui données par le digital et par le numérique. Mais il faut les exploiter, il faut la patience, il faut l'agnac, il faut l'abnégation, il faut aller chercher tout cela. Mais les avantages, c'est qu'on partage le savoir, on essaie de co-construire des choses ensemble et on essaie d'adapter à nos réalités africaines, socio-culturelles et puis même environnementales. Et l'avantage du cluster Digital Africa, c'est beaucoup de mentoring qu'on fait, c'est beaucoup de partage d'expérience, c'est beaucoup de conférences comme les Cine Africa 2024, on est en train d'organiser la deuxième édition sur l'intelligence artificielle et son rôle dans le développement africain. Mais c'est aussi toutes ces conférences qu'on anime de par le monde, par que ce soit ma personne ou par nos membres, les différents membres. On anime énormément de communautés, on traîne pas mal de monde pour justement parler, vendre l'image de l'Afrique, vendre la jeunesse africaine. Et voilà, donc on fait pas mal de bêtises au passage, parce que c'est normal quand on est dans quelque chose, comme on est dit chez nous. Bon, après, en tout cas, comme le dit les Manika et les Bambara, fais métier à ta bras de boulot. Voilà, moi je suis soniqué, donc je l'interprète comme ça. Donc en voulant apporter des solutions, on peut faire des gaffes. À 90%, on fait des bonnes actions parce qu'on donne notre temps, on partage notre savoir et on essaie de partager notre réseau et la communauté. C'est possible de partager certaines de ces gaffes? Bien sûr, on partage toujours. Donc les CDA même, c'est ça, c'est ouvert à tout le monde. Et on a les ambassadeurs, il y a une gouvernance qui est là, il y a un conseil scientifique, il y a des groupes de réflexion. Et l'idée, c'est vraiment que tout le monde vienne pour essayer de partager ce qu'il sait, mais aussi de prendre le ce que les autres savent. Voilà, donc c'est ce qu'on fait et ça se passe très bien. D'accord. C'est beaucoup. Alors, pour les jeunes qui aimeraient se lancer dans le même domaine, c'est-à-dire la tech, quels seraient vos conseils? Oui, moi j'encourage surtout les jeunes femmes, parce que dans les métiers aujourd'hui digital ou tout ce qu'on veut, technologique, les femmes elles n'osent pas trop y aller. Bon, ça va, c'est vrai que maintenant avec les comités, tout ça, ça intéresse un peu, mais il faut aller encore plus pousser que ça, il faut aller encore, parce que généralement, lorsque les jeunes filles et les femmes sont engagées dans les métiers des sciences, elles excellent mieux, elles arrivent à donner des super résultats. Et lorsqu'une femme est instruite, ça donne beaucoup de possibilités à beaucoup de personnes de profiter de cela. Donc oui, les jeunes, moi je les encourage à aller. L'avenir de toute façon c'est dans les technologies, on ne peut rien faire, que ce soit dans la santé, dans l'éducation. Tout ce qu'on veut faire, c'est un secteur qui est incontournable, c'est transversal. Donc tout le monde a besoin du digital, que ce soit le médecin pour opérer, il va utiliser des outils, que ce soit le communicant, il a besoin d'outils. Quel qu'en soit, en fait, on a besoin. Vous avez vu, comme je l'ai dit, il n'y a pas de sous-métier. Quel qu'en soit le métier le plus péjoratif qu'on peut avoir, il a besoin de son téléphone pour communiquer avec sa clientèle, etc. Donc j'encourage tout le monde, si tout le monde peut être de mon secteur, moi c'est ce que je veux, et si tous les moyens peuvent être dans le digital. Dans la tech. Voilà, dans la tech c'est royal, mais à un moment donné, il faut savoir que beaucoup de métiers vont disparaître. Les gens n'ont pas le choix. Progressivement, il y en a qui vont s'adapter, mais beaucoup vont disparaître, et il va falloir travailler dans les nouveaux métiers. Et pour ces personnes qui aimeraient se lancer, quels seraient les pièges courants à éviter? Bon, c'est pas que dans le digital. Aujourd'hui, quand on veut être entrepreneur, il y a énormément de pièges. Après, déjà, comme je l'ai dit, on a tendance à penser que les gens, c'est facile. Lorsqu'on voit les autres, ça fonctionne pour eux, ou ils sont dedans. On ne connaît pas la réalité, on a tendance à penser que c'est facile. Pour moi, première difficulté, c'est de se convaincre soi-même que ça ne va pas être facile. Il y a un combat qui est là, il va falloir se battre et le faire. Et ce combat, ce n'est pas contre qui que ce soit, mais c'est un combat contre la vie, c'est les difficultés, les réalités. Mais aussi, c'est de savoir étudier son marché, c'est de le connaître. Parce que ce n'est pas parce que X fait ça que ça fonctionne. Moi, je me lève demain, je veux faire la même chose. Ça ne fonctionnera pas parce que les idées ne sont pas les mêmes. Et peut-être que lui, il répond à une problématique, à un besoin spécifique, mais l'autre, il ne répond pas à ça. Mais le plus important, c'est de savoir innover. En fait, c'est surtout ça. Ce n'est pas d'inventer, on ne va pas réinventer la roue, mais c'est de savoir innover et d'apporter une solution. Vous savez, pour moi, les startups, ça se crée comme des petits pains et ça se referme aussitôt. C'est parce que tout simplement, on vient trouver que c'est quelque chose, il y a la mode au Maroc, en France, aux États-Unis, ben tiens, je vais faire la même chose au Mali. Non, ça t'as tout faux. C'est pas le même marché, c'est pas les mêmes cibles, etc. Donc, il va falloir travailler sur tout ça. Mais le plus important pour moi, ça reste, première difficulté, le financement. Voilà, c'est ça. Tout le monde n'a pas la chance de venir d'une famille aisée. Tout le monde n'a pas la chance que le premier projet, je vais trouver quelqu'un qui va se mettre des billes tout de suite dedans. Mais il va falloir se battre et savoir que l'entrepreneuriat, c'est
tout le monde ne peut pas être entrepreneur. C'est pourquoi d'ailleurs, ça reste un secteur où ceux qui sont nés pour être entrepreneurs sont entrepreneurs. Et ceux qui ne le sont pas vont travailler pour soutenir les entrepreneurs parce que quel qu'en soit le métier qu'on fait, on est utile. Mais quel qu'en soit le rôle qu'on a dans la société, on est utile. Mais pour moi, en tout cas, créer une entreprise aujourd'hui, il faut savoir étudier son marché, connaître les besoins. Il faut savoir répondre à un besoin des sociétés. Et nous, je le dis en connaissance de cause, j'ai fait tellement de projets, j'ai lancé tellement de startups, mais ils se sont cassés la gueule parce qu'en fait, c'est des choses que j'aimais faire, j'avais envie de le faire et j'avais pas pensé au contexte du pays, j'avais pas pensé est-ce que ça répondait à un besoin de société, mais je pensais être capable de le faire, je voulais le faire et je l'ai fait et je me suis cassé la gueule. Mais c'est comme ça que tout ne va pas prendre. Et c'est comme ça qu'on apprend également. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend et crois-moi, je me casse la gueule encore tous les jours, mais je pense que je me relèverai toujours parce que cette volonté est là d'entreprendre. Je vais toucher un point très important, le financement. Comment les jeunes peuvent faire pour avoir accès facilement au financement pour leurs projets? Aujourd'hui, en fait, moi, je conseille d'aller vers les financements participatifs. C'est pourquoi, au niveau du cluster Digital Africa, avec le soutien des Celtics, on a lancé des plateformes de financement participatif. Tout simplement parce que notre pays, aujourd'hui, ou que ce soit en Afrique de façon générale, c'est très difficile de lever des fonds. Vous lancez n'importe quelle start-up, comme ça, en France, aux États-Unis, on va vous parler de licorne, de machin, on va vous injecter 3 millions d'euros, 6 millions de dollars. Au Mali, vous allez lancer une bonne start-up et si vous arrivez à lever 300 000 francs, vous avez gagné. Vous voyez, c'est très difficile que les gens injectent de l'argent dans nos start-up. Donc, c'est très difficile que nos banques fassent crédit parce qu'on va vous demander des garanties que vous n'avez pas lorsque vous démarrez. Et ailleurs, depuis qu'on est à l'idée projet, et on a les gens qui sont là à toquer à la porte qui veulent financer le projet. Mais chez nous, on vous demande de réaliser d'abord et de vous financer. Et après d'investir. Donc, c'est très délicat et ça, c'est pas là. Après, il y a des semblants de mécanismes qui sont là, mais c'est pas évident. Et après, il y a eu des outils qui ont été implémentés, qui ont été testés. Certains ont peut-être pu soutenir à un moment donné, mais la plupart ne soutiennent pas. Mais moi, je pense qu'il va falloir qu'on continue à travailler. À un moment donné, il faut tirer un peu ce secteur-là. Et je pense qu'il y a des initiatives qui sont là, mais la conjoncture actuelle fait que tout ça freine. Mais le plus important, moi, ce que je peux dire aux jeunes, en fait, ce n'est pas d'essayer d'aller seul. 2, 3, 4 personnes, on se met ensemble, chacun apporte son petit 100 000, son petit 150 000. On peut lancer un projet, on peut s'associer et aujourd'hui, on peut lancer l'activité. Mais en voulant aller seul souvent, et sachant que peut-être que moi, j'ai l'idée, mais je ne suis peut-être pas programmeur et peut-être je ne suis pas juriste, je ne suis pas communicant, mais imaginez, je ne suis pas financier. Donc, imaginez tous ces profils, on se met ensemble, chacun va apporter quelque chose, on se complète, on peut lancer quelque chose. Et puis voilà, donc c'est comme ça, ailleurs ça fonctionne tout ça. Mais là aussi, c'est à l'État de mettre des mécanismes, c'est aussi tout ça pour se protéger, pour protéger les uns les autres. Donc, il y a un travail énorme à faire. Mais il faut toujours se lancer, il faut être des cobayes et je pense que notre génération, c'est ça, et les générations futures vont bénéficier des galères et des souffrances que nous sommes en train de prendre aujourd'hui. Oui. D'accord, merci beaucoup pour cette discussion intéressante sur la transformation digitale et tous vos conseils. J'étais très ravie de vous avoir aujourd'hui avec moi. Merci beaucoup. Comment nos éditeurs peuvent faire pour te contacter? Non, je pense que je suis assez dynamique sur les réseaux sociaux et ça suffit déjà pour me contacter. Tout ce que je peux leur dire, que voilà, c'est Amadou Diawara et je suis le CEO du groupe Famille, le président du cluster Digital Africa. Et voilà, et je suis malien, donc je suis fier de ce que je fais et de ce que tu fais et ce que tous les jeunes maliens sont en train de faire. Mon objectif, c'est de fédérer les intelligences et je pense que si mon expérience peut servir à d'autres ou ça peut inspirer d'autres, tant mieux, Dieu merci, alhamdoulilah. Donc voilà, donc moi, ce que je peux souhaiter de mauvais à la jeunesse malienne, c'est qu'ensemble, qu'on se soutienne et qu'on essaie d'impulser au fur et à mesure mutuellement pour qu'on ait une très bonne image de notre pays. Et puis voilà, c'est que cette activité, elle est à saluer aujourd'hui parce que peut-être quand tu vas publier ça, ça va contrebalancer tout ce qui se passe comme image négative sur notre pays. On va dire, ah ben tiens, il y a des jeunes Maliens qui sont en train de faire ça, voilà, il a invité un tel, il est venu parler. Donc vous savez, chacun a un rôle à faire aujourd'hui et notre rôle aujourd'hui, c'est de vendre l'image de notre pays et on le doit, il faut le faire et c'est ce que moi je fais depuis 15 ans. En tout cas, je parle que positif, je ne parlerai jamais négatif et je te félicite et je félicite tous ceux qui sont là en train de travailler avec toi, tous ceux qui sont déjà passés sur ce plateau et tous ceux qui passeront après. Que Dieu les préserve et puis voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. C'était avec plaisir. J'espère que vous allez liker, commenter. On lit tous les commentaires d'ailleurs. Bisous.